Monsieur Chassaing pour 11 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Madame la ministre, le PLF marque votre volonté du rétablissement des comptes sociaux, notamment de l'assurance maladie, qui passe de moins 4,1 à 0,8, moins 0,8 en 2018. La sécurité sociale passant de 5,2 à moins 5,2 à moins 2,2. Vous souhaitez arriver en 2020 à un équilibre malgré les difficultés sur la branche IS qui s'annoncent très importantes. Tout d'abord, l'ONDAM progressera de 2,3%. Vous prévoyez un effort de maîtrise des dépenses, des économies de 4,2 milliards. Pour ça, la chirurgie ambulatoire passera de 54% à 70% en 2022. Les responsables des cliniques et hôpitaux que j'ai rencontrés font part de difficultés pour équilibrer ce secteur du fait, selon eux, de cotations qui ont trop baissé, trop faibles pour avoir qualité et efficacité. Il faudra aussi tenir compte des malades avec des polypathologies qui pourraient être obligés de rester en service aigu sans les pénaliser toutefois. Enfin, les SMUR et les hôpitaux des CHR vont être en difficulté car ils vont participer sur leur dotation au paiement des transports secondaires vers les CHU, ce qui risque de les handicaper dans leur rôle indispensable pour les urgences du département. En département, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux, l'amélioration semble possible, ainsi qu'une meilleure coordination hôpital-domicile. Vous avez des projets de prévention, augmentation du tabac, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne doit pas être l'augmentation, un des seuls paramètres pour diminuer les fumeurs. Et nous souhaitons une évaluation ainsi qu'une aide apportée aux buralistes, qu'ils jouent un rôle important dans nos communes. Améliorer la couverture vaccinale, 11 vaccins, nous sommes tout à fait d'accord pour protéger les enfants. Développement du dépistage cancer du sein colorectal utérus. Nous proposons un dépistage du cancer de la prostate. Prévention de l'alcool, obésité, nous sommes d'accord. Vous proposez de l'innovation, des expérimentations, actes nouveaux en équipe, télémédecine, numérique, rembourser lunettes et prothèses, inciter les médecins qui s'installent dans une zone surmédicalisée à réaliser 1 ou 2 jours par semaine dans les zones sous-dotées, création de 300 postes de médecins partagés, cumul emploi-retraite facilité, encouragement à ce qu'un médecin spécialiste vienne en maison de santé, poursuivre les aides financières, développer les stages, co-construire un projet d'aménagement du territoire avec les élus. Madame la ministre, nous sommes d'accord, nous l'approuvons. Permettez-moi quelques suggestions. Nous pensons nécessaire d'augmenter le numerus clausus, pas de façon uniforme et dans les facultés où les territoires risquent de devenir des déserts médicaux, voire l'âge des médecins. Mettre en internat par faculté et non une épreuve nationale classante avec une spécialité de médecine générale. Dans certains territoires ruraux, beaucoup de médecins ont plus de 60 ans. Mettre en place en co-construction avec les élus un salariat pour les médecins généralistes qui sera embauché par un hôpital ou une clinique et qui pourrait intervenir dans les maisons de santé. Ce modèle semble attractif. Peut-être mettre un peu de coercition, comme conventionner un médecin en zone surmédicalisée s'il s'engage à aller 2 jours en zone désertifiée ou à titre personnel. En cas d'échec de ces mesures, il faudra se diriger vers un non-conventionnement, c'est-à-dire un numerus clausus d'installation dans les zones hyper médicalisées. L'État doit s'engager à avoir des soins de premier recours dans toutes les maisons de santé et territoires. D'autre part, associer les cliniques dans les GHT. Concernant les personnes âgées et handicapées, augmentation de 2,6%. Pour les personnes handicapées, entrée dans le 4e plan autiste en co-construction avec les familles, nous sommes tout à fait d'accord, nous l'approuvons. Les personnes âgées, 4 500 places en EHPAD, 1 500 accueils de jour temporaires. L'hébergement temporaire et l'accueil de jour sont des maillons du maintien à domicile très importants. Actuellement, les accueils de jour sont de 6 places minimum. Il serait vraiment indispensable de pouvoir avoir 3 ou 4 places seulement. C'est toujours refusé par l'ARS, ce qui est incompréhensible. Pour la maladie d'Alzheimer, vous proposez des unités de PASA. Il est souhaitable que dans les accueils de jour, lorsque c'est possible, eh bien, on puisse intégrer, dans les PASA, on puisse intégrer aussi les accueils de jour
Enfin, concernant l'augmentation nécessaire du forfait soins, vous proposez 100 millions d'euros par an sur 5 ans. C'est indispensable car les personnes âgées sont très dépendantes en EHPAD et le personnel est inférieur à ce que le GIR et le PATHOS prévoient. Concernant le tiers payant, heureusement, la guerre n'aura pas lieu le 30 novembre. Le tiers payant seulement pour les personnes en CMU, ALD, maternité est maintenu. Je rappelle que, vous l'avez dit, le tiers payant peut s'appliquer pour les ALD à 100% parce qu'il est à 70% actuellement. Pour les malades en difficulté financière, il faudrait simplement ajouter dans la loi que le tiers payant doit s'appliquer à la demande du patient. Ça serait très simple. Concernant le soutien aux retraités modestes et l'AAH, nous sommes d'accord avec cette justice sociale de 100 euros par mois. Pour la famille, vous proposez une augmentation sensible de 30% pour les familles parentales et fragiles. Nous sommes d'accord, bien sûr. En 2018, vous prévoyez pour les allocations familiales d'aligner le plafond des ressources sur celui du complément familial. Ça diminuera un petit peu les allocations. Je pense que cela pourrait être reporté. Il serait souhaitable que la prime à la naissance soit versée au premier mois de naissance et nous nous associerons à l'amendement de Madame Doineau. Un point particulier, Madame le ministre, concerne l'arrivée en nombre des mineurs non accompagnés. 4 000 en 2011, 30 000 en 2018. Ça pose un véritable problème. Il est nécessaire d'isoler certains MNA perturbés, qui ont vécu un vécu épouvantable, mais aussi des enfants qui ont des troubles du comportement par la mise en place d'unités de 10 places en CDE ou MEX avec un encadrement adapté. La différence entre le journée départementale et l'unité spécialisée pourrait être prise en charge par l'État. Concernant la formation des jeunes, à 18 ans, ils vont être mis à la rue, le département ne pourra pas financer seul. Concernant le pouvoir d'achat, les salariés vont bénéficier de la suppression des cotisations salariales d'assurance maladie avec un gain important. Ceci en contrepartie d'une hausse de 1,7 point de CSG. Vous savez que cette mesure fait couler beaucoup d'encre. Et d'ailleurs, la Commission des affaires sociales s'en est emparée sur proposition de Monsieur le rapporteur général. La Commission a en effet supprimé la hausse de la CSG sur les pensions de retraite pour épargner une baisse du pouvoir d'achat. Cela va entraîner 4,5 milliards de recettes en moins au budget de la sécurité sociale. Cette inquiétude pour les retraités, nous la partageons, mais notre groupe juge que l'effort de redressement des finances de sécurité sociale doit être porté par tous les Français. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un amendement sur ce point, limitant la hausse de la CSG pour les pensions de retraite à 1,2 point pour préserver les ménages les plus modestes du poids de cette mesure, mais mettant pas en difficulté le budget de la sécurité sociale. Concernant le pouvoir d'achat des salariés, je tenais d'ailleurs à rappeler la mesure proposée par mes collègues Jean-Pierre Decool et Dany Wattebled à l'occasion de la semaine dernière visant la participation des salariés à l'entreprise. Concernant le soutien aux entreprises, le PLFSS pour 2018 met en place la transformation du CIE et CITS en un allègement de cotisations sociales à compter du 1er janvier 2019 pour total pour le SMIC jusqu'à 2006 du SMIC. La précarité, c'est le chômage. C'est pour la raison que nous soutenons ce choix, tout comme la fusion de la C3S et 4S. En même temps, le CSU et l'ACRE et le doublement du plafond, un régime micro-entreprise. L'adossement du RSI au régime général avec une période de transition de 2 ans. Les instances régionales mises en place seront là pour apporter un rôle social qui existait au RSI. Nous souhaitons que le personnel s'intègre bien. Enfin, un amendement, et je voulais en parler, économie en zone hyper rurale. Lorsqu'il y a moins de 20 habitants au kilomètre carré, les zones devraient bénéficier, dans le cadre du zonage ZRR, de 5 ans d'exonération totale de cotisations sociales pour chaque embauche nouvelle, au lieu d'1 an. C'est nécessaire pour inciter les petites entreprises à s'installer en zone hyper rurale et avoir ainsi un avantage par rapport aux autres secteurs, ainsi que les associations et entreprises médico-sociales et économie sociale et solidaire qui sont souvent importantes dans ce secteur. Madame la ministre, le groupe des Indépendants vous soutient pour agir le plus vite possible afin de maîtriser nos déficits de sécurité sociale avec pourtant une médecine pour tous, tout en limitant la participation des retraités, mais sans mettre en difficulté le budget de la sécurité sociale. Madame le ministre, nous soutenons vos propositions, expérimentation et innovation qui sont pragmatiques,
mais sans perdre de vue l'objectif que doit avoir l'État, pas de déserts médicaux et un maintien de la vie en zone rurale. Nous serons donc force de proposition pour accompagner le projet présenté par le Gouvernement et soutenir la réforme de notre modèle de sécurité sociale. Merci. Merci, Monsieur Chassaing.